peuple aime. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X-Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Oh, que ça fait du bien d'être de retour en ondes en ce vendredi 2 avril 2021. Salutations, mon nom c'est Yann Marceau. Son nom à lui, c'est Christian Page. Mes hommages, monsieur. Je vous salue bien bas, monsieur Marceau. Je vous salue. Je peux pas faire autrement que de dire que tu as dû être consulté cette semaine comme pas possible parce que ta boîte Messenger a été enflammée par des ovnis à Québec. Oui, effectivement. Et à Montréal. Oui, donc on va en parler. Ça aurait été difficile de passer aux côtés de ça ce soir. Qu'est-ce qui se passe là? Ça arrêtait pas de sonner. Je me suis dit, voyons donc, Christian, il est-tu en contact? C'est-tu là que ça se fait? Christian Page. On va en parler. Donc, effectivement, cette histoire d'OVNI sur Montréal et Québec. Donc, on va essayer de faire un tri là-dedans. Christian, avant de débuter, est-ce que oui ou non, tu as été en contact avec des ovnis venus d'ailleurs? Non, Richard. On parle de l'étrange histoire de Doris Bitter, The Entity Case. Oui, c'est une histoire que on avait parlé il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, quand j'avais sorti mon livre sur les histoires. Là, le titre, c'était L'enquêteur du paranormal au cinéma, où j'avais un peu présenté des histoires vraies qui ont inspiré des films. Et l'une des histoires qui a été très marquante pour les cinéphiles et les téléspectateurs, c'est ce film du début des années 80, 1983, The Entity. En français, c'est L'Emprise. Et au cours des dernières semaines, on a parlé de quelques histoires de fantômes qui ont inspiré le cinéma, notamment, on a parlé il y a 2 ou 3 semaines du film qui est à venir, qui va s'intituler La Conjuration 3, qui est l'histoire de Arne Cheyenne Johnson qui aurait commis un meurtre comme étant possédé par le démon. Donc, on le sait, ce film devrait sortir au cours de 2021. Et on avait parlé aussi il y a quelques semaines du film qui avait de différents autres films qui avaient inspiré le cinéma, La Conjuration, des trucs comme ça. Et des gens m'ont écrit, oui, avez-vous déjà parlé de l'histoire de The Entity? Effectivement, on en avait parlé au moment de la sortie de ce livre-là, mais dans le cadre de Radio X-Files, on n'avait jamais abordé, c'est vrai, cette histoire-là, qui demeure l'une des affaires de poltergeist les plus spectaculaires qui fait partie de la littérature. Donc, ce soir, j'ai décidé de revenir sur cette histoire de Doris Biter. On va aller plus profondément parce que quand on en avait parlé à l'époque, c'était une histoire parmi tant d'autres. Donc, ce soir, j'ai préparé une petite capsule qui raconte l'histoire de Doris Biter. Et comme on le fait, maintenant, c'est devenu un peu notre standard, je vais présenter les pour et les contre de cette histoire-là parce que toute histoire paranormale a son talon d'Achille et dans l'histoire de Doris Biter, il y en a aussi quelques-uns. Donc, ça, c'est un petit peu plus tard dans l'émission. C'est notre thématique du jour, l'étrange histoire de Doris Biter qui a inspiré le film The Entity, L'Emprise en français, film de 1983 qui a été fait par Furry et qui a été incarné, le rôle principal est incarné par Barbara Hershey. Dans l'actualité de la semaine, bien sûr, c'est ça, des ovnis à Montréal et à Québec, il y a des signalements qui auraient été faits un peu partout. Et t'as pas idée à quel point j'ai pensé à toi. Je me suis dit, oh, Christian va avoir une soirée endiablée. Oh, qu'est-ce que c'est? Donc, écoute, on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé. Donc, on est dans la soirée du 30 mars dernier. Donc, mardi dernier. Donc, on a une première vidéo qui est mise en ligne. Et là, on nous dit que ce sont des images qui ont été tournées au-dessus de Montréal. Et on y voit essentiellement une série de lumières blanches qui exécute un balai là, au-dessus du terminal de l'aéroport, le terminal 1 de l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. Bon, la vidéo est assez courte, elle dure une vingtaine de secondes. Et puis, on voit le terminal, on voit des camions de pompiers avec les gyrophares allumés. Et dans le ciel, on voit ces lumières blanches qui font un peu ces arabesques. Et là,
soudain, dans la même soirée, là, avec l'engouement que suscite cette vidéo-là, tout le monde se met à partager ça et tout d'un coup, on voit apparaître une seconde vidéo. Cette fois, on a une bande-son, ce qu'on n'a pas vraiment sur la première. Et sur la bande-son, on entend une citoyenne, une femme, visiblement une femme de Québec, qui parle de l'apparition de lumière dans le ciel. Donc, on l'entend commenter ces lumières-là. Elle dit, bon, ben voilà, j'en vois une troisième, une quatrième qui apparaît. Et cette deuxième vidéo, donc, est présentée en simultané avec les ovnis de Montréal. Alors, dans les deux cas, on nous dit que les vidéos ont été présentées, ont été tournées le 30 mars. Tu vas le voir, il y a des raisons d'en douter sérieusement. Et cette deuxième vidéo, donc la vidéo de Québec, elle était un peu plus longue. Elle dure à peu près 1 minute 30 secondes. Ces vidéos, bien sûr, tu l'as mentionné, elles ont été très populaires sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, où les gens se sont partagés ces images-là. Malheureusement, comme tu le sais, le diable se cache dans les détails. Et ici, il y a quelques petits démons qui se sont cachés. Donc, commençons par la première vidéo, si tu le veux bien, la vidéo de l'aéroport de Montréal. Donc, j'imagine que les gens qui nous écoutent, comme ils sont branchés Radio X-Files, ils ont certainement vu ces images. Donc, ce que l'on voit, c'est, comme je l'ai mentionné, on voit le terminal 1 de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, on voit les camions de pompiers à l'avant, les gyrophares allumés, on voit ces lumières-là dans le ciel. Qui, évidemment, tu comprendras que la présence des camions de pompiers, ça ajoute beaucoup au dramatique de la chose. Mais quand on vérifie, il n'y a eu aucune intervention du service des incendies de Montréal pour l'aéroport de Montréal en date du 30 mars. Information confirmée par les services des incendies de la ville de Montréal, de la communauté de Montréal, et également confirmée par l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Ensuite, quand on regarde les images, il y a plusieurs éléments qui nous accrochent. Dès les premières secondes de l'image, de la vidéo, on voit un épais tapis de neige au sol. Or, le 30 mars, il n'y avait aucune neige au sol. Zéro. Il en est tombé un petit peu hier, mais elle n'a pas duré. Mais le 30 mars, c'est sûr qu'il n'y avait aucune neige au sol. Or, on voit un épais tapis de neige au tout début de l'image. Ce qui nous amène à croire que ces images-là n'ont certainement pas été tournées le 30 mars. Ensuite, quand on regarde, on voit la façade du bâtiment et on voit le mot Montréal écrit en lettres blanches. Or, il faut savoir que depuis mai 2019, le mot Montréal a changé de couleur. Il est aujourd'hui en un rouge framboise. Donc, il est clair que ces images-là n'ont pas été tournées le 30 mars 2021, mais au plus tôt, elles ont été tournées avant mai 2019, justement à cause de la couleur de l'enseigne Montréal qui est sur la façade de l'édifice. Donc déjà là, on a de très sérieuses questions à se poser et on se dit, si ces images-là ont été tournées minimalement avant mai 2019, pourquoi l'auteur des images ne les a-t-il pas partagées avant? Et là, ensuite, quand on regarde les images de façon plus ordonnée, on s'aperçoit qu'à un moment donné, la caméra bouge, mais la caméra bouge comme si elle filmait le terminal et les camions de pompiers sans tenir compte de la présence des lumières qui sont dans le ciel. Alors qu'un vidéaste aurait bien sûr filmé les lumières sans tenir compte là, de ce qui se passait autour. C'était l'objet de l'image, c'était ces fameuses lumières. Donc là, déjà, on peut s'interroger sur la façon dont le vidéaste amateur tourne ces images. Ensuite, bien sûr, on est à Dorval. C'est un quartier de Montréal. On a une forte population, une forte densité de population. Or, ce sont les seules images que l'on a. Donc, ce vidéo montre des ovnis dans le ciel, mais visiblement, personne d'autre à Dorval n'a filmé ces lumières. Même si c'était avant mai 2019, il y aurait dû y avoir depuis d'autres vidéos qui auraient circulé, parce qu'on imagine que d'autres personnes auraient certainement assisté ou auraient vu le phénomène et auraient pensé de le filmer. Or, ce n'est pas le cas. Et on est en présence toujours d'une même source, c'est-à-dire que la personne qui a partagé ces images sur Facebook a partagé également des photos, mais ces photos-là montrent exactement le même environnement, toujours avec la même mention qu'elles ont été tournées le 30 mars 2021, alors qu'il est clair que ça ne peut pas être le cas. Donc ici, sous toute réserve bien sûr, on a des bonnes raisons de croire qu'il s'agit de l'imagerie numérique. Donc c'est un canular, quelqu'un a pris des images, probablement que cette personne a filmé l'intervention des pompiers
au terminal de Montréal avant mai 2019. Donc, il y a eu plusieurs interventions. Il y a aussi eu des manifestations du service des incendies qui également couvrent l'aéroport de Montréal, qui ont manifesté devant l'édifice. Donc, est-ce que ce sont des images d'une intervention du service des incendies? Est-ce que c'est des images tournées d'une manifestation du service des incendies? Une chose est certaine, l'objectif de ces images-là était certainement de filmer les camions d'incendie avec les gyrophares allumés. Les ovnis ont été visiblement ajoutés par la suite. Donc ça, c'est pour nos ovnis de Montréal. Oui. Maintenant, regardons les ovnis de Québec. Donc, dans la vidéo, lorsque la vidéo débute, on voit 2 lumières qui sont déjà dans le ciel et on en voit 2 autres qui se rajoutent. Et à ce moment-là, on entend également les commentaires de la dame. Il est impossible de savoir si ces images ont bel et bien été tournées au soir du 30 mars. En revanche, quand on écoute le commentaire de la vidéaste amateur, elle fait référence clairement à Pâques. Elle dit, c'est des visiteurs, est-ce qu'ils vont venir manger tout mon chocolat? Donc, il y a comme une espèce de référence, sans nommément le dire, qui laisse supposer que ces images ont certainement été prises au cours des derniers jours, puisque Pâques, c'est ce week-end. Donc, comme elle fait une référence par la bande à Pâques, il y a des bonnes raisons de croire que ces images sont tout à fait récentes. Quand on regarde les images, et là, les auditeurs, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont de la région de Québec, qui vont donc savoir de quoi je parle. Quand on regarde les images, on voit derrière un paysage vallonné qui sont visiblement les collines qu'on retrouve dans la réserve faunique des Laurentides. Donc, clairement, la dame se trouve au sud du parc des Laurentides et elle regarde en direction du parc des Laurentides où ces lumières-là apparaissent dans le ciel. Donc, on a une bonne situation géographique où se trouve à peu près la vidéaste. Et là, donc, on voit les lumières qui apparaissent. Elles scintillent. L'image, comme je l'ai mentionné, dure à peu près un petit peu moins de 90 secondes. Les lumières, elles se forment, elles sont au nombre de 4, et durant les 90 secondes, là, plus ou moins que dure la vidéo, on les voit très légèrement descendre, et dans les dernières secondes de l'image, on voit qu'elles commencent, 3 d'entre elles commencent légèrement à scintiller et commencent à disparaître. La vidéo s'arrête avant que les lumières aient disparu. Vérification faite, on apprend que depuis le 9 mars dernier, et se terminant hier, donc 1er avril, les militaires de la base de Valcartier ont mené des manœuvres nocturnes qui impliquaient des tirs d'artillerie avec des fusées éclairantes de type parachute, ce qu'on appelle des parachute flares. Or, les parachutes flares, lorsqu'elles s'allument, c'est une pièce pyrotechnique, elle crée cet effet de lumière. Au début, il y a une augmentation du volume de la lumière, et au fur et à mesure où la pièce pyrotechnique s'use, elle brûle sa poudre qui permet d'éclairer, bien évidemment, sa densité commence à disparaître et elle s'étiole. Et c'est exactement ce que l'on voit sur les images. Je sais que j'ai publié sur le site de Radio X-Files cette explication avec le détail. J'ai même ajouté l'adresse où les gens pouvaient aller voir des images tournées directement depuis la base de Valcartier. Et on a aussi le site où on avait l'horaire des tirs de mortier. Les gens certaines personnes qui connaissent mal les parachutes flares ont fait des commentaires en disant c'est quand même curieux que si c'est des parachutes, pourquoi est-ce que les lumières restent-elles si longtemps en l'air? Et on aurait dû s'attendre à ce qu'elles descendent plus rapidement. C'est visiblement c'est parce que les gens ont une mauvaise connaissance de ce que sont les parachutes flares. Si tu prends un objet, un jouet par exemple, que tu accroches après un parachute et tu le lances en l'air, Yannick, cet objet-là va redescendre avec, bien sûr, il va y avoir la friction de l'air contre le parachute. Sauf qu'un parachute flare, ça agit pas tout à fait pareil. Le parachute est une espèce de voilure et lorsque la fusée éclairante s'allume, tu comprends qu'elle produit dans son environnement immédiat une forte chaleur. Cette chaleur-là, elle monte. Et comme elle monte, elle rencontre la voilure, le parachute, ce qui lui permet à ce moment-là, on a même vu dans certains cas où la lumière a monté à cause de cette chaleur qui attrape la voile, il la fait monter, c'est ce qu'on appelle l'effet montgolfière. Donc la lumière va monter ou elle va rester longuement dans le ciel, à peu près statique, à cause justement de cet air chaud qui monte et qui entraîne avec lui la voilure
avec laquelle est envoyée la fusée éclairante. Donc, c'est ce qui explique pourquoi ces lumières semblent à peu près statiques dans le ciel, où elles descendent très, très, très lentement, et puis elles s'étiolent et disparaissent. Donc, conséquence, il est clair que les images tournées à Québec montrent un phénomène qui est authentique, mais qui n'a rien d'exotique, qui sont simplement du tir mené depuis la base de Valcartier avec des fusées éclairantes et qui ont visiblement trompé notre vidéaste amateur. Et les auditeurs nous écrivent pour nous dire qu'effectivement, c'est assez souvent qu'on voit ce type d'éclairage au-dessus de la base militaire de Valcartier. Oui, et là, tu vois, ça a duré pendant quand même, on avait quand même 2 semaines, et il y a des gens de Valcartier, justement, qui m'ont écrit en me disant, c'est vrai que ces jours-ci, là, on entend tous les soirs la détonation de ces feux d'artillerie qui est quand même très, très bruyant. Mais on voit, la dame qui filme ces images, elle est située quand même à plusieurs kilomètres là, de la zone de tir. Donc, visiblement, il n'entend pas le bruit les canonnades des tirs. Elle voit simplement ces lumières qui apparaissent dans le ciel et qui se comportent un peu étrangement parce qu'on voit des lumières qui apparaissent et qui semblent rester statiques dans le ciel. C'est normal que les gens puissent se poser des questions. Et Christian, ce que je trouve particulier, parce que, moi j'étais très attentif, là, je travaillais en même temps, je regardais ce qui se passait sur les réseaux sociaux, les gens m'envoyaient les vidéos, surtout celle de Montréal, celle de Québec, je l'ai plus ou moins vue passer, très honnêtement, mais celle de Montréal, les gens me la partageaient énormément. Puis quand j'ai été sous la publication, il y a des gens qui mentionnaient avoir vu exactement ça aussi, au même instant. C'est comme si les gens embarquaient dans ce genre de délire-là pour essayer de convaincre les autres comme quoi ça existe bel et bien. C'est souvent le cas, Yannick. Donc, des gens vont rajouter ça, ou des gens se trouvent ailleurs, hein. C'est-à-dire que t'as comme des gens, par exemple, qui peuvent être, qui sont à un autre endroit de Montréal, et là, ils apprennent que, ils voient sur les médias sociaux cette vidéo qui est partagée, ils regardent à l'extérieur, et là, en regardant au loin, ils voient d'autres lumières qui n'ont rien à voir avec ce qui est filmé. Mais là, ils se disent, c'est curieux, moi aussi, je vois des lumières au loin qui peuvent être, par exemple, les lumières au sommet du stade olympique. Et là, ils vont dire, voilà, je regarde en direction de Montréal et je vois aussi des lumières dans le ciel. C'est peut-être de ces lumières-là qu'il s'agit. Il pourrait s'agir aussi, comme tu regardes vers Dorval, bien sûr, il y a des avions qui vont se poser, hein, qui sont en mouvement. Donc là, les gens voient peut-être des lumières d'avions et se disent, voilà, je vois moi aussi ces lumières-là au-dessus de Montréal. Donc, il peut y avoir une espèce de confusion qui est tout à fait honnête, qui naît du fait qu'on annonce qu'il y a des lumières insolites dans le ciel de Montréal. Mais, comme je l'ai mentionné, les images parlent d'elles-mêmes. Ces images-là ne peuvent pas avoir été tournées le 30 mars dernier. Pour 2 raisons principales. D'abord, le mot Montréal qui est pas de la bonne couleur sur l'édifice et bien sûr le tapis de neige au sol qui montre qu'on n'était pas le 30 mars. Toujours dans l'actualité de la semaine, on parle maintenant du rapport 2020 des observations d'objets volants non identifiés au Canada. Ouais, on reste dans le domaine des ovnis et cette fois c'est la publication annuelle de mon collègue Chris Rutkowski. Donc Rutkowski, on en a souvent parlé à l'émission, c'est un ufologue. Il se désigne comme ça, il se présente comme ça, il est attaché, il travaille à l'université du Manitoba à Winnipeg. Et c'est un type qui s'intéresse à la question des ovnis là depuis, je te dirais, les années fin des années 70, début des années 80. Et c'est un type qui est excessivement sérieux dans son travail. Parce que souvent, on a tendance à dire, les ufologues, les chasseurs de fantômes, les gens qui s'intéressent à tous ces sujets-là sont des fois un petit peu illuminés. Chris Rutkowski, c'est un type qui a les pieds bien au sol, puis c'est un type qui regarde ce sujet-là avec beaucoup de sens critique. Et depuis 1989, il publie des rapports annuels où on collige l'information de l'ensemble des groupes ufologiques à travers le Canada. Donc, Rutkowski fait une demande. En fait, il dit à ces gens, envoyez-moi vos rapports d'observation. Il ne fait que de la tenue de statistiques, dans le fond. Donc, on lui envoie ses rapports. Lui, il collige les informations, fait des relevés statistiques et il présente ça, donc, depuis 1989. Et donc là, il vient de sortir le rapport pour les observations de 2020. Encore une fois, je tiens à le préciser, hein, Rutkowski n'enquête pas sur ces observations d'OVNI. Hein. Il se fie à la bonne foi des divers groupes à travers le Canada qui lui envoient leurs dossiers sur les OVNI. Il faut être très prudent ici, Yannick, parce que tu comprends que des groupes
qui s'intéressent aux ovnis à travers le Canada. Il y en a de très nombreux et tous n'ont pas la même qualité d'investigation. Il y a des gens il y a des groupes ufologiques qui sont dirigés par des individus tout à fait illuminés et d'autres font un travail tout à fait sérieux et rigoureux. Or, Chris Rutkowski ne fait pas de distinction là-dedans. Donc, il demande aux ufologues de renvoyer leurs dossiers et donc ces dossiers-là ont été l'objet d'investigations qui sont souvent très inégales. Donc, il prend ces informations-là. Ici, au Québec, par exemple, il mentionne que 3 groupes québécois d'enquête sur les ovnis ont envoyé leur dossier. Il s'agit, par exemple, de l'AQ, l'Association québécoise d'ufologie, dont on a déjà reçu en ondes le directeur des enquêtes, Ricardo Melfi, un autre groupe qui s'appelle le GARPAN et un groupe qui s'appelle le MUFON. Donc, on a 3 groupes. Il y en a plusieurs au Québec, mais ce sont les 3 principaux, l'AQ, le GARPAN et le MUFON. Ces gens-là ont contribué en envoyant leur dossier à Chris Rutkowski. Et sur le plan gouvernemental, Chris Rutkowski a réussi à avoir des ententes avec les services fédéraux, notamment avec Transport Canada et le Service, qui est en fait le service d'information du rapport d'observation par le NAV Canada, donc qui dirige le trafic aérien. Donc, il y a des ententes avec ces gens-là, et ce sont principalement donc les groupes ufologiques et des bureaux des instances fédérales qui lui envoient les observations d'OVNI. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Tout ça pour en arriver finalement au rapport lui-même. Les observations de 2020, on parle ici de 1243 observations rapportées en 2020. Et donc, il s'agit de la 2e plus grosse année que Chris Rutkowski a enregistrée depuis qu'il tient ses données statistiques, donc depuis 1989. Il faut savoir, encore une fois, il faut préciser qu'en 1989, il n'avait obtenu qu'une centaine d'observations d'OVNI, mais c'était avant l'ère de l'Internet, c'était avant les communications par YouTube et tout le reste. Et Rutkowski, son initiative était toute nouvelle, donc il envoyait des lettres, une lettre écrite dactylographiée aux différents groupes ufologiques à travers le Canada en leur demandant d'envoyer leur dossier OVNI. Et à ce moment-là, il avait reçu en 1989, je crois que c'était 143 observations ou quelque chose comme ça. Et évidemment, plus les médias de communication, plus l'initiative devient connue, bien évidemment, il y a plus de réactions qui se font. Et on peut dire que depuis une dizaine d'années maintenant, il reçoit à peu près 1000 observations. Ça tourne autour de 1000 observations par année. Donc cette année, pour l'année 2020, 1243 observations, c'est la 2e plus grosse année. La plus importante est en 2014, où là, il avait reçu une vingtaine d'observations de plus. On parlait à ce moment-là de 1268 observations, et ça, c'était en 2014. Donc, pour 2020, 1243 observations. On apprend également que sur le plan de la quantité, 30% des observations d'OVNI viennent de l'Ontario, 24% viennent du Québec et 17% viennent de la Colombie-Britannique. Encore là, il faut être très prudent. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'observations d'OVNI en Ontario ou plus d'observations d'OVNI au Québec qu'il y en a au Manitoba ou en Alberta. C'est simplement qu'il y a visiblement plus de gens qui vont signaler des observations dans ces régions-là, dans ces provinces-là, parce que probablement il y a plus de groupes actifs dans ces régions-là. Donc, les gens ont une organisation, une instance à qui se référer s'ils observent s'il y a des observations d'OVNI. Et je sais qu'au Québec, par exemple, là, on a régressé, on est passé au 2e rang avec 24% des observations et l'Ontario 30%, mais le Québec a été pendant les 4 ou 5 dernières années le numéro 1 pour signaler les observations d'OVNI, parce que c'est vrai que les organisations ufologiques québécoises sont très actives sur le terrain. Donc, encore une fois, l'activité sur le terrain, la reconnaissance de ces organisations-là va jouer certainement sur le nombre d'observations qui seront colligées et éventuellement envoyées à Chris Rutkowski. Seulement pour le Québec, disons que pour la ville de Montréal, on a 59 observations qui ont été rapportées, et pour la ville de Québec, 7 observations ont été rapportées. Les observations de l'ensemble de tous ces récits, de ces observations, on parle de 13% de cas non identifiés. Encore une fois, j'insiste sur la prudence. Une histoire non identifiée par une organisation A ne serait peut-être pas non identifiée pour une organisation B. Tout dépend de la qualité de l'enquête et tout dépend également de la volonté
de ces ufologues de trouver une explication rationnelle. Parce que dans bien des cas, je le sais, j'ai côtoyé ces gens-là, ça fait 45 ans que je les côtoie, dans bien des cas, Yannick, il y a des gens qui veulent même pas essayer de trouver une explication. Hein. C'est une lumière dans le ciel, c'est étrange, c'est forcément un ovni, et on cherche pas à trouver une explication rationnelle. Donc, dans le cas de ce rapport pour les observations de 2020, on parle de 13% de cas non identifiés. Rutkowski insiste pour dire que non identifié ne signifie pas forcément extraterrestre, mais c'est quand même 13% de non identifiés, ce qui est quand même, je dois l'avouer, énorme. Ah oui? Parce que dans les organisations, disons, étatiques, si on prend par exemple la référence, c'est toujours un peu la même chose, c'est le GEPA en France, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est une organisation étatique, hein, donc elle relève de l'État, elle est mandatée pour enquêter sur les observations d'OVNI et c'est une organisation tentaculaire du CNES, le Centre national des études spatiales. Pourquoi cette organisation-là, elle est importante? Ben parce qu'elle a la possibilité de colliger de l'information à la fois des civils, mais également de faire des vérifications auprès de l'aviation civile, auprès de l'aviation militaire. Donc, elle a toutes les possibilités de faire les vérifications auprès des instances importantes, alors que malheureusement, les ufologues québécois, par exemple, ou même ailleurs, canadiens, n'ont pas cette possibilité-là. Tu sais, je veux dire, t'es un ufologue à Montréal, quelqu'un te rapporte une lumière, tu peux quand même pas appeler une base militaire en disant « Ouais, moi, je suis un ufologue à Quaticook, j'aimerais savoir si vous avez utilisé tu sais, avez-vous eu des vols, des avions... » Tu n'auras pas accès à cette information-là et tu n'auras pas non plus accès à l'information de l'aviation civile, même s'il y a, parce que les gens diront, oui, mais c'est vrai qu'il y a des logiciels maintenant où on peut suivre en direct le trafic aérien. C'est vrai dans la mesure où ces appareils apparaissent sur ces écrans-là avec des systèmes, des transpondeurs ou ils ont déposé des plans de vol, mais c'est pas toujours le cas. Et bien sûr, dans le cas des appareils, dans le cas de manœuvres militaires ou d'opérations militaires, c'est pas certain que tu pourras vérifier cette information-là. Alors que le GEPAN, donc, lui, a la possibilité de faire ça. Et quand on regarde les relevés statistiques du GEPAN, on parle plutôt de 3 à 5% de cas non identifiés. Donc, tu vois qu'ici, notre 13%, il est énorme par rapport aux chiffres par des organisations étatiques qui tournent davantage autour du 3, 4, 5%. La durée moyenne des observations d'OVNI, 21 minutes. Ça, c'est amusant parce que 21 minutes, les gens ont souvent tendance... Parce que, bon, tu as publié, je crois, c'est la semaine dernière, un commentaire qui avait été fait par Elon Musk qui disait ouais, les observations d'OVNI, la meilleure preuve qu'il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne pas, c'est que malgré que on a une multiplication des appareils qui photographient et filment, hein, on parle, Yannick, on parle à peu près de 10 milliards. Je dis bien, là, 10 milliards de caméras qui sont disponibles 24 heures sur 24. Et dans ce nombre-là, hein, quand je parle de caméras, je parle des caméras installées dans les voitures, hein, les dashcams, hein, les voitures les caméras de tableau de bord. Je parle des caméras que tu as dans ta poche avec ton téléphone portable. Je parle des gens qui ont des caméras à l'extérieur de leur maison, mais je parle également des caméras commerciales qui sont installées sur les édifices et qui sont installées également sur des croisements de routes, de rues et sur les autoroutes, sur les grands axes routiers. Donc, on parle à peu près de 10 milliards de caméras et 4 milliards d'entre elles filment en permanence. Là, on parle, par exemple, des caméras extérieures sur des édifices, les caméras qui filment sur les autoroutes. 4 milliards d'entre elles. Puis là, je parle de chiffres minimaux. Hein. On ne sait pas exactement combien il y a de caméras installées en Chine, par exemple, mais minimalement, on parle à peu près de 10 milliards. Et on n'a pas plus de bonnes images d'OVNI aujourd'hui qu'on en avait il y a 40 ou 50 ans. Fait qu'on peut se poser des questions. Puis là, souvent les gens qui veulent croire aux OVNI disent « Oui, mais c'est parce que les observations d'OVNI, c'est trop rapide. » Ben, pas vraiment. Hein. On regarde ici la durée moyenne des observations d'OVNI en 2020. C'était 21 minutes. C'est plus qu'il n'en faut pour prendre une assez bonne photo de ce qui se passe, tu sais. Fait que, et on regarde, parce que même si c'était des événements spontanés, écoute, il suffit de regarder un peu ce qui se fait dans les médias sociaux.
pour voir que des événements spontanés, on en voit à longueur de journée là, défiler sur les réseaux sociaux. Là, Madame Urtibise qui déboule ses escaliers, un accident d'avion, par exemple, filmé par une dashcam, une attaque de requin. Ce sont souvent des événements très spontanés et pourtant on en filme tous les jours des centaines et des centaines. Des événements inattendus et pourtant on a d'accès. Puis quand on voit ces images-là, on se pose pas de questions. Là, je pense, si on voit l'écrasement d'un avion filmé par un téléphone portable, ben quand tu vois l'image, tu te poses pas la question, c'était une fusée, c'était une météorite? Non, c'était clairement un avion qui s'écrasait. Rappelle-toi par exemple en 2013, la rentrée au-dessus de la Russie d'une météorite à Tchernobyl. Écoute, elle a été filmée à peu près sous 10 angles différents, soit par des caméras extérieures, soit par des caméras installées dans des voitures, sur des tableaux de bord. On a d'excellentes images. Et y a-t-il quelque chose de plus spontané qu'une entrée de météorite, t'sais? Alors, on devrait se dire qu'il devrait y avoir autant de bonnes images d'OVNI qu'il y en a de météorites ou de crash d'avion. Mais on n'en a pas. Donc, durée moyenne d'observation d'OVNI 2020, 21 minutes. 60% des observations qui ont été rapportées en 2020 étaient ce qu'on appelle des lumières nocturnes. Donc, les gens sortent à l'extérieur, voient une lumière dans le ciel et ils n'arrivent pas à l'identifier. Bon, est-ce que c'est une planète? Est-ce que c'est un satellite? Est-ce que on a maintenant de plus en plus l'utilisation de drones? Il y a toutes sortes de trucs dans le ciel. Puis les gens, ont parfois de la difficulté à identifier ce qu'ils voient. Et ça donne naissance, bien sûr, dans bien des cas, à des observations d'OVNI. La période des observations, c'est surtout les mois de juillet et août. Ce qu'il n'y a rien de surprenant puisque c'est la période où les gens sont surtout à l'extérieur. Soit on est autour de la piscine, on est autour du barbecue. Et là, on lève les yeux au ciel et on observe des phénomènes mystérieux. Les observations se font surtout entre 19h et 1h du matin avec un point marqué aux alentours de 22h. Ça nous dit pas grand-chose sur le phénomène OVNI, ça traduit davantage des activités sociales qu'une notion liée au phénomène des ovnis. Il y a eu quand même pour 2020 quelque chose d'assez particulier qui va à l'encontre un peu des données statistiques des années précédentes. Et il y a eu une forte augmentation d'observations d'ovnis pour le mois d'avril. Et ça, on l'explique difficilement, parce que les gens sont pas particulièrement à l'extérieur au mois d'avril, mais Chris Rutkowski souligne notamment dans son rapport que ça marque quand même le début du confinement. Donc, à partir de là, est-ce que les gens, parce qu'on était confinés, on avait moins d'activité sociale, est-ce que les gens se sont mis davantage à regarder le ciel? Et là, soudain, ils ont observé des choses dans le ciel qu'ils ont rapportées. Ça, c'était pour le mois d'avril, donc une espèce d'augmentation assez soudaine des observations d'OVNI pour 2020. Moi, je te dirais, par rapport à tout ça, ce qu'il faut retenir, là, c'est 1248 observations d'OVNI, 13% de non identifiés et 60% des lumières nocturnes. En ce qui me concerne, quand je lis le rapport de Chris Rutkowski, je crois bien sûr qu'un certain nombre d'observations d'OVNI sont probablement liées au confinement. Donc les gens, moins d'activité sociale, on regarde davantage le ciel et on voit dans le ciel des choses qu'on n'explique pas, ce qui ne veut pas dire que ce qui est pour moi un objet volant non identifié n'est peut-être pas forcément un objet volant non identifié pour un astronome, par exemple. Donc il faut bien comprendre qu'on est limité aux connaissances que l'on a du ciel. Il y a eu aussi au cours de l'année qui s'est écoulée, donc au cours de 2020, on a eu à 3 ou 4 reprises l'envoi de chapelets de satellites qu'on appelle des Starlink d'Elon Musk. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les observer, les fameux Starlink, mais c'est assez surprenant. Tu lèves les yeux au ciel et là, tu vois un chapelet de 7, 8, 10 lumières qui semblent se suivre à la file indienne. Ah, c'est de toute beauté. Et qui traversent le ciel. C'est quand même très surprenant. Donc, il y a eu la mise sur orbite de ces Starlink d'Elon Musk, de SpaceX, donc qui ont pu confondre des gens. Et aussi, à quelques occasions, en 2020, c'est toujours un peu quand même le cas, on peut voir la station spatiale. Et la station spatiale, lorsqu'elle est bien éclairée par le soleil, c'est un point lumineux très brillant dans le ciel. Donc les gens ont peut-être été surpris par la présence de cet objet beaucoup plus brillant qu'un simple satellite qui traverse très rapidement le ciel et ils ont pu croire qu'il pouvait s'agir d'une observation d'OVNI. Autre élément qui, à mon avis, explique un peu l'importance des observations rapportées en 2020,
c'est que le sujet le phénomène OVNI, il est souvent lié à la médiatisation du sujet. Et au cours de l'année 2020, on a quand même beaucoup parlé d'OVNI, beaucoup plus que les années précédentes. Hein, il y a eu d'ailleurs, c'est un peu la signature au début de l'émission Radio X-Files. On a ces fameuses vidéos qui ont été mises en ligne, qui ont été confirmées par le Pentagone comme étant des vidéos authentiques montrant des phénomènes aériens non identifiés. Ensuite, on a eu des prises de position politique aux États-Unis, la mise en place de ce qu'on a appelé le PAN, les phénomènes aériens non identifiés Task Force, qui ont jusqu'au mois de juin pour rendre public les informations qu'ils ont sur le phénomène des ovnis. Ça se parle beaucoup aux États-Unis. Et ici au Québec, bien sûr, on se fait l'écho de ça. Les amateurs d'ovnis échangent de l'information autour de ça. Et les médias, bien sûr, donnent un peu d'écho à tout ça. Donc, on parle beaucoup d'OVNI on a beaucoup parlé d'OVNI au cours des 24 derniers mois, et il n'est pas surprenant qu'à ce moment-là, comme les gens entendent parler davantage d'OVNI, ils deviennent plus réceptifs à ça, et on sort à l'extérieur, on lève les yeux au ciel, on voit quelque chose dans le ciel, et on se dit, c'est peut-être un OVNI. Donc, la médiatisation des événements, suite à la publication des fameuses vidéos de la US Navy, m'amène à penser que tout ça a pu contribuer aussi à l'augmentation des observations d'OVNI pour l'année 2020. Commentaire de M. Cloutier par texto. Est-ce qu'il y a plus de signalements, Christian, depuis l'avenue des SQDC au Québec? Les lumières sont plus brillantes, par exemple. C'est ce qui se passe dans le ciel! Ouais. Mais ce qui est amusant, Yannick, c'est qu'on voit que les statistiques, si on regarde au cours des 10 dernières années, par exemple, ce que l'on voit, c'est vrai que l'année dernière, c'était un nombre très élevé d'observations, mais de façon statistique, on a à peu près 1000 observations, de façon plus ou moins soutenue, à peu près 1000 observations d'OVNI qui sont rapportées chaque année au Canada, et ça s'est maintenu à peu près pour les 10 dernières années. Ce qui nous amène à cette conclusion, c'est que on a l'impression, parce que les médias parlent moins des ovnis, parce que c'est un sujet qui devient un peu fatigant, c'est un sujet qui est un peu usé, et je comprends que les journalistes ou les médias sont moins portés à parler d'observation d'ovnis parce que ça devient un peu redondant. L'âge d'or des ovnis, c'était les années 60, les années 70. Après ça, le sujet s'est un peu étiolé. Et aujourd'hui, à moins d'une observation très spectaculaire ou une observation qui implique des instances gouvernementales, comme ça a été le cas, par exemple, aux États-Unis avec les pilotes de la US Navy, généralement, les observations d'OVNI n'intéressent plus beaucoup les médias. Mais on le voit, même si les médias n'en parlent plus, même si les gens, le public en général, ont tendance à croire que le sujet s'étiole, donc on en parle moins, il y a moins d'observations, les statistiques montrent que ce n'est pas le cas. Les observations d'OVNI se maintiennent de manière statistique, et ça au cours des dernières années, ça s'est maintenu, donc ça demeure toujours un sujet intriguant, même si les médias, eux, passent un peu aux côtés parce que le sujet les intéresse moins aujourd'hui. Et on termine avec l'effet porte qui a enfin été expliqué. Ouais, ça, c'est pas un sujet paranormal, mais c'est quand même un sujet amusant, et ça nous montre encore une fois, parce que ça nous rapproche un peu du paranormal, parce que combien de fois on a évoqué en ondes tous les deux à quel point notre cerveau est une machine à créer des illusions. Donc, que l'on croit observer des ovnis, qu'on croit être enlevé par des extraterrestres, qu'on croit avoir observé des fantômes, il ne faut jamais mettre de côté l'apport que notre cerveau peut faire dans notre perception de la réalité. Nos sens cognitifs peuvent se faire tromper, et peuvent se faire tromper aisément. Et l'un des phénomènes cognitifs qu'on a tous à peu près vécu, toi, moi, puis probablement toute la totalité des auditeurs, c'est l'effet porte. L'effet porte, c'est t'es chez toi, dans le salon, puis là, tu dis, je vais aller me chercher un petit verre de jus à la cuisine. Et là, tu rentres dans la cuisine, et là, un coup que t'es dans la cuisine, tu te dis, tabarnouche, qu'est-ce que je suis venu faire ici? On a soudainement oublié la raison qui fait qu'on s'est déplacé d'une pièce à une autre. Et là, il nous faut comme un certain temps. Mais là, j'étais venu faire quoi? Ah oui, j'étais venu me chercher un verre de jus. Donc, pendant un moment, il y a une espèce d'amnésie qui se fait. Et là, tu t'interroges pourquoi ça s'est produit. Et ça se fait, c'est pour ça qu'on l'appelle l'effet porte. C'est lorsque l'on franchit le seuil d'une porte pour aller dans un autre environnement.
Et on se posait la question, bon, si ça vous est arrivé, rassurez-vous, vous n'êtes pas atteint de l'Alzheimer, c'est pas un problème avec votre mémoire, c'est un phénomène cognitif. Et là, on vient de comprendre qu'est-ce qui se passe. Généralement, quand tu es dans une pièce, et on reprend l'exemple de toi qui quitte ton salon pour aller à la cuisine, pour aller chercher un verre de jus, il suffit qu'à ce moment-là, tu sois préoccupé par d'autres choses. Tu te dis, je vais aller me chercher un verre de jus, et là, en même temps, tu te dis, oups, dans 1h30, je dois commencer à travailler, je dois faire ci. Est-ce que j'ai mis les enfants au lit? Donc, il y a plusieurs éléments qui sont à ce moment-là dans ton cerveau. Et quand tu entres dans une autre pièce, ton cerveau se retrouve dans un autre environnement et il doit créer une image mentale de ton nouvel environnement. Et ce qu'il fait dans cette surcharge, c'est qu'il élimine momentanément de ta mémoire immédiate les tâches qui sont à faire. Donc, l'anticipation. Tu t'es pas encore servi un verre de jus. Tu anticipes aller chercher un verre de jus. Donc, comme la tâche, elle est pas exécutée, c'est un peu comme si ton cerveau la mettait un peu en attente. Hein, il y a comme une espèce de zone d'information en attente. Et là, tu entres dans la pièce. Et en entrant dans la pièce, ton cerveau dit, OK, je suis dans une autre pièce. Je me fais une image mentale de mon environnement, me situer dans l'espace, exactement où je suis. Bon, et le temps qu'il fait ça, ben, il a éliminé les informations, ou en fait, il les a mises un peu en attente. Et c'est pour ça que là, tu te dis, OK, je suis venu faire quoi? Et là, ton cerveau doit regarder à nouveau dans la liste des actions en attente avant qu'il te ramène l'information de « Ah oui, j'étais venu me chercher un verre de jus. » Donc, encore une fois, on voit que notre cerveau, lorsqu'il est préoccupé, lorsqu'il travaille à plusieurs éléments ensemble, ben, il crée des espèces de patterns qui amènent des comportements cognitifs un peu étranges, comme celui d'avoir cette amnésie momentanée en passant d'une pièce à une autre. Et là, maintenant, on sait comment ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est toujours de nous rappeler que notre cerveau est un outil extraordinaire, mais c'est un outil également qui peut être faillible et qui plus est lorsqu'on est placé dans des environnements qui ne nous sont pas familiers ou lorsque l'on observe des choses qui ne nous sont pas familières, que ce soit des ovnis, que ce soit des fantômes, il faut toujours se méfier un peu de ce que nos sens cognitifs nous disent. Il y a quelques mois, on avait fait une émission avec le docteur Von Gessegen qui nous disait il existe deux réalités. Hein. Il y a la réalité factuelle, ce sont les événements qui se sont réellement produits, et la vérité psychologique, la réalité psychologique, ce que je crois qui s'est passé. Or, en ce que je crois qui s'est passé et la réalité elle-même, parfois il peut y avoir un monde entre les deux. Et l'effet porte, ben, c'est un de ces nombreux effets un peu amusants que notre cerveau fait lorsqu'il a besoin de récupérer un peu des mégabits d'informations. Exact. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. – 18h48, on vous souhaite de passer un bon vendredi sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. Sujet de la soirée dans Radio X Files, l'étrange histoire de Doris Bitter. Oui, avant d'aller à cette histoire-là, Yannick, il y a des auditeurs qui m'ont fait parvenir une information qui a été publiée un peu plus de 2 heures sur le site de Radio-Canada et dans lequel, finalement, les auteurs de la vidéo de Montréal, des ovnis de Montréal, ont reconnu qu'il s'agissait d'un canular et en fait c'est un projet étudiant réalisé par des étudiants de l'école polytechnique de Montréal qui ont réalisé ces images. Est-ce que c'est eux, il y a de ça quelques années, Christian, qui avaient réalisé la courte vidéo où on voyait un enfant se faire pratiquement enlever par un aigle? Je me rappelle pas. Je me rappelle de cette vidéo-là, mais je ne saurais te dire si c'était des étudiants de l'école polytechnique de Montréal qui avaient réalisé ça. Mais je pense que oui, puis la vidéo était extrêmement bien faite. Ça avait été relayé comme pas possible. Donc, félicitations à ces étudiants qui ont eu plusieurs personnes. 600 000 partages de la vidéo. Ça en dit beaucoup. Je me rappelle également, il y a quelques années, la mairesse de la ville de Poinégamouk, dans la région de Rimouski, là, avait mandaté une équipe de gens qui faisaient de l'imagerie comme ça, de l'imagerie numérique, pour faire une vidéo où on voyait une espèce de monstre qui sortait de l'eau avant de replonger.
et parce que la légende voudrait que dans le lac Poenegamook, il y ait une créature mystérieuse, un monstre lacustre. Donc, juste avant la saison estivale, cette vidéo est mise en ligne et là, on nous dit qu'un riverain aurait filmé la créature au moment où elle sortait de l'eau. Et la vidéo était particulièrement bien réussie et ça avait fait énormément jaser jusqu'à ce que finalement les autorités de la ville reconnaissent que c'était un stunt de publicité, un coup de publicité pour attirer des gens dans la région de Poenegamook pour visiter cette région et bien sûr se familiariser avec sa légende du monstre. Comment les gens se sentent une fois qu'ils ont embarqué là-dedans en disant « Ah mon Dieu, c'est vrai », puis là ils se font ils ont l'impression d'être trahis? Un peu, j'imagine, mais ça nous rappelle encore une fois la prudence qu'il faut avoir avec ces éléments-là. Tu sais, le numérique, aujourd'hui, on peut réussir à reproduire toutes sortes d'images. Rappelle-toi, il y a quelques semaines, j'avais parlé justement de la difficulté d'analyser une image. Les gens, des fois, m'écrivent en me disant j'ai telle image, j'ai vu cette image, vous en pensez quoi? C'est très, très difficile sur la foi de l'image elle-même de pouvoir porter un jugement. Dans le cas de la vidéo de Montréal, il y a 2 éléments immédiatement qui nous mettait la puce à l'oreille, le tapis de neige et la couleur des lettres Montréal. Donc déjà là, on savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais en temps normal, lorsqu'on présente une vidéo d'un objet ou d'un monstre ou d'une créature, ou peu importe, ce genre d'image tout à fait spectaculaire, il faut, avant de porter un jugement, au-delà de l'image elle-même, il faut avoir accès à ceux qui ont pris l'image. Et si on les avait pas, qui a pris ces images de Montréal? Y a-t-il un nom? Et cette personne-là, si j'avais mené une enquête, là, si j'avais décidé de mener une enquête à la Christian Page, ma première réaction aurait été de dire, OK, au-delà de l'image, supposons que rien n'aurait cloché dans l'image. Je me serais dit, bon, OK, parfait, rien ne cloche, tout ça a l'air très vraisemblable. Qui a tourné ces images-là? Là, c'est Joe Blow. Est-ce que je peux rencontrer Joe Blow? Et là, je rencontre Joe Blow, il me raconte ce qu'il a vu, où il se trouvait, de quelle façon il a tourné ces images. Donc, j'ai besoin de me retrouver sur le site où il a, non seulement où lui a pris les images, mais dans quelle direction il regardait pour que je puisse faire des comparatifs avec d'autres images que je pourrais prendre du même lieu et faire des superposition d'images. J'ai besoin d'avoir accès à son appareil. Le type a dit, j'ai pris ça sur mon téléphone portable. Mais même si tu l'as pris sur ton téléphone portable, la carte mémoire de ton portable contient de l'information. J'ai besoin de voir quelles sont les images qui ont été prises avant et les images qui ont été prises après. Parce que, tu comprends, si tu prends un film ou une photographie, par exemple, d'un ovni, si c'est un canular ou un trucage, c'est rare que tu vas réussir une bonne photo la première fois. Tu vas en prendre plusieurs et finalement, il y en aura peut-être 2 ou 3 qui seront convaincants. Et si je regarde la séquence et je m'aperçois que la séquence photo de ton appareil numérique, c'est la photo 103, 104 et on passe soudainement à la 107, puis après ça, on passe à la 112. Où sont les photos qui ont été effacées? Donc, ce sont ces éléments-là. Et bien sûr, la carte mémoire contient également des informations. Elle nous dit généralement la date, l'heure, quels étaient les paramètres numériques au moment de prendre la photo. J'ai besoin de tous ces éléments-là et c'est très fastidieux faire ça avant d'arriver à une conclusion et dire la photo paraît tout à fait authentique. Mais uniquement sur la foi des images comme celles qui ont circulé cette semaine, tu peux pas faire grand-chose, à moins que des éléments soient très évidents, comme c'était le cas, par exemple, avec la neige ou la couleur du mot Montréal. Sujet de la soirée. Doris Biter. Donc, c'est l'histoire. Ça nous ramène au milieu des années 70. Ça se trouve, on est en banlieue de Los Angeles. J'ai d'ailleurs mis à Culver City, j'ai mis une photo de la maison en question où les événements se sont déroulés. Et c'est l'une des histoires qui va marquer les milieux de la parapsychologie des années 70, qui sera éventuellement librement adaptée au cinéma sous le titre The Entity. En français, c'est L'Emprise, et où l'héroïne est incarnée par Barbara Hershey. Donc, avant d'aller sur les pour et les contre, et d'en trop en raconter sur cette histoire, j'ai préparé une petite capsule qui va résumer les événements, et ensuite on se retrouve pour en discuter. Donc, voici l'étrange histoire de Doris Biter.
Au début des années 1970, alors qu'il travaille à l'écriture de son roman Audrey Rose, une histoire de réincarnation, Frank de Filita informe les milieux de la parapsychologie qu'il souhaiterait participer à une enquête sur une affaire de fantômes. L'auteur explique que cette immersion lui permettrait de mieux se documenter pour son prochain roman. Son appel porte fruit. À l'été de 1974, les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, l'informent qu'ils enquêtent sur les allégations d'une certaine Doris McGowan Biter, une jeune mère de famille qui affirme être victime des attaques vicieuses d'entités invisibles. Doris a accosté l'un d'eux, le parapsychologue Carey Gaynor, dans une bouquinerie de Westwood Village, après l'avoir entendu discuter de son intérêt pour les phénomènes paranormaux. Quoiqu'hésitante, elle lui a confié qu'elle vivait elle aussi des expériences troublantes. C'est donc à l'invitation du Dr Thelma Moss, responsable du laboratoire de recherche parapsychologique de l'UCLA, que l'auteur new-yorkais se rend sur la côte ouest pour voir de ses propres yeux les extraordinaires événements qui se produisent entre les murs du 11547 Braddock Drive à Culver City, une banlieue de Los Angeles. De cette visite, haute en incidents inexplicables, il accouchera de son roman The Entity en 1978, lequel sera plus tard adapté au cinéma dans un film éponyme, traduit en français sous le titre « L'Emprise ». Doris McGowan Biter a la mi-trentaine au moment des faits. Elle est mère de 4 enfants, tous nés de pères différents, 3 garçons, âgés respectivement de 10, 13 et 16 ans, et une fillette de 6 ans. C'est une femme profondément troublée. Elle a été victime d'abus dans son enfance et a connu de nombreuses relations violentes. Elle a des problèmes d'alcool et traverse une situation très conflictuelle avec ses 3 garçons. Au moment où elle confie son histoire aux enquêteurs de l'Université de Californie à Los Angeles, à l'été de 1974, les attaques dont elle se dit victime perdurent déjà depuis quelques mois. Selon Doris, ces agressions seraient orchestrées par 3 êtres semi-transparents, des Asiatiques, précise-t-elle. Le trio serait composé d'une entité de taille normale, 1,80 m environ, qu'elle surnomme « Monsieur qui es-tu » Mr. Who's It, et de 2 nains d'environ 1 mètre. Ces derniers auraient pour rôle de la maintenir immobile durant la pénétration, viol perpétré par la 3e entité, celle de taille normale. Au dire de Doris, l'aîné de ses fils aurait été témoin partiellement de l'une de ces attaques. Ces agressions répétées lui auraient laissé de profondes meurtrissures et des ecchymoses. Hélas, hormis ses proches, Doris n'a jamais parlé de ces viols à qui que ce soit, tant et si bien que peu de gens peuvent confirmer l'existence ou la présence de ces ecchymoses. L'un de ses témoins, le parapsychologue Carey Gaynor, racontera avoir vu dans le cou de Doris des marques de morsure, mais, de son propre aveu, ces marques auraient pu être faites par une tierce personne. Cela dit, en cet été de 1974, ce ne sont pas ces agressions, aussi dramatiques soient-elles, qui retiennent l'attention des chercheurs de l'UCLA. D'ailleurs, ceux-ci les associeront davantage à une forme de projection hallucinatoire qu'à une réelle manifestation physique. Ce qui intéresse surtout les scientifiques, ce sont les nombreux phénomènes de poltergeist, coups frappés dans les murs, objets qui se déplacent tout seuls, etc., que Doris Biter affirme observer chez elle. Ce sont ces anomalies qui seront au centre de l'enquête menée par les chercheurs de l'UCLA. Entre le 22 août et le 31 octobre 1974, les parapsychologues Carey Gaynor et Barry Taff, les principaux responsables de l'enquête, vont se rendre à 8 reprises au domicile de Doris. Ils seront parfois accompagnés de collaborateurs et d'observateurs invités, dont, à une occasion, de Frank de Filita. Au final, plus d'une 50aine de personnes auront été témoins des étranges événements du 11547 Braddock Drive.
La maison de Braddock Drive est un petit bungalow vétuste. À 2 reprises, la ville a émis un avis d'éviction pour insalubrité. L'une des premières choses qui frappera les enquêteurs est cette odeur nauséabonde, comme de la chair en décomposition, qui règne dans la chambre de Doris. La pièce est aussi particulièrement froide, un constat d'autant plus surprenant que nous sommes en été en Californie. C'est dans cette chambre que les chercheurs vont documenter les plus extraordinaires manifestations. Celles-ci se traduisent principalement par l'apparition de boules de lumière, de la taille d'un poing et de couleur verdâtre au bleu électrique. Ces sphères se déplacent à grande vitesse et dans tous les sens. Elles semblent douées d'une personnalité propre, tout en étant liées à Doris. Lorsque cette dernière vocifère contre ses agresseurs invisibles, les invitant à se manifester, les lumières apparaissent et entreprennent leurs étranges ballets aériens. Elles sont parfois si brillantes qu'elles illuminent la pièce, généralement laissée dans une semi-obscurité. Les enquêteurs remarquent que ces sphères réagissent aussi aux accords de Black Sabbath et d'Uriah Heep, 2 groupes de hard rock, la musique favorite du fils aîné de Doris. Détail insolite, les réactions sont plus marquées lorsque la pièce musicale fait référence au satanisme ou à l'adulation du diable. Cette curiosité ne fait que renforcer la croyance de Doris que ses visiteurs ont quelque chose de diabolique. À une occasion, en réponse aux invitations de Doris, ces lumières se regroupent pour former une espèce d'hologramme. Les témoins du moment, au nombre d'une vingtaine, distinguent les contours d'une silhouette masculine, les bras, le torse et la tête d'un homme de forte stature. Malgré la mise en place d'appareils photographiques très sensibles et de caméras vidéo de type U-matic, les enquêteurs échouent dans leur tentative de documenter ces spectacles de lumière. Les photos sont peu révélatrices et les films sans grands intérêts. Les preuves les plus spectaculaires demeurent une série de photographies montrant des arcs de lumière, pourtant invisibles au moment de la prise de vue, dont l'une encadrant Doris assise sur son lit. Ces arcs, supposent les parapsychologues, auraient été créés par le mouvement rapide des sphères. Ces clichés seront ultérieurement envoyés au magazine Popular Photography pour analyse. Les experts s'avoueront incapables d'expliquer ces arcs et encore moins d'expliquer pourquoi ces traînées lumineuses ne se reflètent pas sur les murs de la pièce. Durant ces manifestations, les enquêteurs notent un autre détail particulier. Le compteur Geiger, placé dans la chambre, tombe à 0. Il faut savoir qu'en temps normal, un compteur Geiger, qui sert à mesurer la radioactivité environnante, marque toujours quelques kilobecquerels, ce qui correspond à la radioactivité naturelle. Lors de leur enquête, Carrie Gaynor et Barry Taff remarquent qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, la radioactivité environnante disparaît, comme si le phénomène s'alimentait en partie de cette énergie. Autre phénomène spectaculaire. Pour maintenir la chambre de Doris dans l'obscurité, les enquêteurs masquent la fenêtre avec une feuille de polystyrène. Des panneaux semblables, portant des numéros et des repères, sont aussi placés sur les murs, question de référencer les photographies. Tous ces panneaux sont fixés à l'aide d'un ruban adhésif industriel. Entre 2 visites, Doris informe Gaynor et Taff que l'entité a décollé les feuilles de polystyrène pour les jeter pêle-mêle au milieu de la chambre. Sur le coup, les parapsychologues suspectent Doris d'avoir elle-même retiré les panneaux. Dans ce genre d'affaires, il n'est pas rare que les témoins en rajoutent pour impressionner la galerie. Lors de la reprise de l'enquête, quelques jours plus tard, les panneaux sont remis en place. Durant la séance, Gaynor demande à l'entité de recommencer. Presque aussitôt, tous voient le ruban adhésif être tiré et arraché du mur, laissant choir à nouveau les panneaux sur le plancher, sauf un, qui atterrit directement sur la tête de Doris.
Au gré de leur enquête, les parapsychologues notent aussi que le niveau d'intoxication de Doris influence la violence des manifestations. Plus elle est ivre, plus les manifestations sont marquées. Ce constat suggère que l'entité ou les entités est le produit de la psyché de Doris, ce qui correspond à l'hypothèse généralement admise en parapsychologie sur la nature des poltergeists. Ou encore, que Doris vit en symbiose avec cette entité. À l'issue de cette dernière rencontre, Gaynor et Taft remarquent que les phénomènes sont moins intenses. Ils ont l'impression que c'est le début de la fin. Pour eux, l'enquête s'arrête là. Durant les 10 semaines qu'aura duré leur enquête, aucun des parapsychologues n'aura été témoin des agressions physiques contre Doris Biter, même si celle-ci dira avoir été violée une quinzaine de fois durant cette période. À l'hiver 1974-1975, Doris Biter quitte sa résidence de Culver City pour un appartement à Carson, en Californie. Presque aussitôt, de nouvelles manifestations se produisent. Coups frappés dans les murs, portes qui s'ouvrent toutes seules et meubles qui se déplacent sans raison. Les enfants sont parfois poussés ou giflés par des mains invisibles, comme dans la maison de Braddock Drive. Et Doris se retrouve une fois de plus la victime de ces agresseurs invisibles. Même ses voisins de palier se plaignent de phénomènes étranges dans leur appartement. Peu après, elle déménage à nouveau pour San Bernardino, toujours en Californie. C'est à cette époque qu'elle reprend contact avec les enquêteurs de l'UCLA pour leur raconter que l'être invisible est toujours là et qu'il l'a mise enceinte. Elle consulte un médecin qui diagnostique une grossesse hystérique, c'est-à-dire sans fœtus. De la Californie, elle déménage bientôt au Texas avant de revenir à San Bernardino. Durant tous ces déplacements, elle prétend que les agressions et les phénomènes de poltergeist ont perduré. En février 1983, lors d'une projection du film L'Emprise, tiré du roman de Frank de Filita et librement inspiré de son histoire, Doris, qui assiste à la projection en compagnie des parapsychologues de l'UCLA, confie au Dr Taft que les phénomènes sont maintenant terminés, aussi bien les agressions que les manifestations de poltergeist. Ni lui ni Gaynor n'entendront plus jamais parler de Doris Biter. Elle décède en 1999 des suites d'une insuffisance respiratoire. Elle n'a que 58 ans. Le film L'Emprise, The Entity dans sa version originale, est devenu un classique du genre. Il a maximisé le rôle de l'entité invisible et éclipsé au second rang les phénomènes de poltergeist. Pour les besoins du scénario, l'action a été centrée autour d'une héroïne imaginaire, Carla Moran, incarnée par Barbara Hershey, une femme forte dont l'aplomb ne pouvait que renforcer l'aspect extraordinaire de son récit. Le livre de Frank de Filita et le film L'Emprise, réalisé par Sidney Furie, sont devenus des incontournables pour les amateurs de fantastique. Des incontournables, malheureusement, intérêt dramatique oblige, très éloignés de la réalité. Doris Biter, la véritable victime de l'entité, était plutôt une femme troublée qui, parachutée au milieu de manifestations de type poltergeist, a imaginé des agresseurs invisibles, sans doute alimentés par quelques fantasmes incestueux, une hypothèse d'ailleurs évoquée brièvement dans le film. Frank de Filita et Sidney Furie ont donné vie à une histoire fantastique, et Doris Biter à ses plus inavouables cauchemars. Réveillez-vous tout le monde, c'est une journée magnifique. 20th Century Fox présente L'Emprise, l'aventure de Carla Moran. Vous pouvez regarder. Je vais les Un cas supprimer. unique dans les annales de la psychologie. Des experts vont fouiller dans sa vie. Pourquoi vous a-t-il attaqué, Carla? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Je suppose qu'il m'a trouvée attirante.
Ils vont surveiller sa maison. On a installé un appareillage pour détecter le moindre mouvement. Tout va bien maintenant? On t'a entendu, maman? Pourquoi irait-elle aussi loin pour entretenir son hallucination? Ils vont pénétrer dans ses pensées. Vous avez été violé par qui? Je ne sais pas, il n'y avait personne. Ils ne recueilleront pas seulement des indices, mais des preuves objectives. Est-ce que ça peut être une tête? Il faut la sortir de là! C'est un vrai cauchemar et je ne me réveille pas, je veux me débarrasser de lui. Radio X-Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. « 19h15, l'étrange histoire de Doris Bitter. On revient là-dessus. Quelle histoire quand même. C'est l'une des histoires les plus marquantes de la parapsychologie au cours des années 70. C'est une histoire qui a abondamment été répétée dans des ouvrages qui se consacrent à ces sujets-là. Et souvent on la porte au nu, mais il y a une espèce de surenchère autour des événements et qui sont pas toujours aussi vérifiables que certains le prétendent. Et c'est là qu'on retrouve les éléments pour et les éléments contre de cette histoire. Donc allons-y pour les éléments pour. D'ailleurs, j'ai mis une photographie où on me voit devant le 11547 Braddock Drive. C'est un petit bungalow. La maison avait été condamnée, finalement ils l'ont sauvée. Elle a été restaurée. La petite anecdote, Yannick, quand je suis allé prendre la photo, le nouveau propriétaire de la maison qui avait acheté la résidence quelques années plus tôt, est un type d'origine mexicaine. Et il me racontait que effectivement, lorsqu'il a acheté la maison, on lui avait raconté que c'était la maison où s'étaient déroulés les événements du film The Entity. Mais lui, bien sûr, n'a jamais rien vu de mystérieux dans la maison ou quoi que ce soit du genre, mais ça le faisait... Il trouvait ça un peu amusant, toute cette histoire-là. Il y croyait pas du tout, mais il trouvait ça amusant que sa maison soit associée à un événement qui a autant marqué l'imaginaire à cause, bien sûr, de ce film The Entity, qu'il avait vu, lui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et puis bon, ça l'amusait beaucoup. Cela étant dit, les éléments qu'on peut dire pour l'histoire de Doris Bitter, ce sont des phénomènes qui ont été confirmés par de très nombreux témoins. Et en même temps, tu vas voir que c'est un peu un talon d'Achille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, beaucoup de gens qui ont dit, bon, on a vu ces lumières, ces boules de lumière qui se promenaient à gauche et à droite. Parmi les gens qui étaient là, il y avait l'auteur américain Frank de Filita, qui va écrire le roman The Entity, qui sera éventuellement porté au cinéma. Et Frank de Filita va confirmer que ces événements-là ont bel et bien eu lieu. La problématique, là, autant qu'on a un élément pour par la quantité des témoins, ça peut jouer sur les deux côtés parce que en même temps, il faut savoir que la plupart des manifestations se sont produites dans la chambre de Doris Bitter. Et j'ai mis une photographie où on voit sa chambre et on voit l'un des arcs de lumière. On reviendra sur les arcs, mais la chambre, c'est une toute petite pièce qui fait à peu près 3 mètres par 3 mètres. Là. C'est 12 pieds par 12 pieds. Là. C'est une toute petite pièce et parfois il y avait jusqu'à 20 personnes dans cette pièce. Donc tu comprends que dans un lieu aussi petit, c'est difficile de mettre en place des mesures de contrôle adéquates. Donc, les gens sont là, sont dans une semi-obscurité, sont 25 dans une pièce de 3 mètres sur 3 mètres. D'un coup, il y en a un qui dit « J'ai entendu un bruit, j'ai entendu un meuble qui a bougé. » Oui, mais est-ce que c'est une des personnes qui est dans la pièce qui s'est à côté sur le bureau? Tu sais, tu peux pas le savoir parce que tes mesures de contrôle, tu es déjà dans une obscurité, dans une pièce qui est mal éclairée. Et là, la quantité des gens qui sont là, c'est un petit peu douteux. Donc, à la fois, on a beaucoup de gens qui disent avoir été témoins de ces événements-là, même si pas beaucoup d'entre eux ont témoigné. Ils ont signé des affidavits lorsqu'ils étaient sur place avec Gaynor et Taft. Il y avait une espèce de journal où chacun racontait les événements qui s'étaient produits et il y avait ces gens-là co-signaient le rapport. Donc, même s'ils n'ont pas pris des positions publiquement, ils se sont pas confiés aux médias, on sait que ces gens-là étaient sur place et ces gens-là ont été témoins de phénomènes étranges. Pour ce qui est des agressions, encore là, je l'ai mentionné dans la capsule,
il faut savoir que dès le départ, les gens de l'Université de Californie n'y ont pas cru. Gaynor et Taft, lorsqu'ils ont entendu cette histoire-là. D'ailleurs, Gaynor, que j'ai rencontré, qui habite tout près de la maison où habitait à l'époque Doris Beiter, il est encore actif. Il commence à être âgé, mais il est encore actif. Il tient une petite boutique un petit bureau d'hypnose pour aider les gens à arrêter de fumer ou ce genre de trucs-là. C'est donc de l'hypnose thérapeutique, si je peux dire. Et Gaynor me racontait que dans les années 70, donc il y avait ce département de recherche en parapsychologie qui n'existe plus maintenant, qui était à l'Université de Californie, qui était dirigé par une femme qui s'appelait Thelma Moss. Lui était l'un des enquêteurs. Et là, il me raconte un peu comment Beiter va l'accoster dans une librairie. Et là, elle lui dit, bon voilà, je vis des phénomènes mystérieux. Elle ne leur dit pas au début qu'elle est violée par l'entité. Elle leur dit, il y a des phénomènes, des portes qui s'ouvrent chez moi, les meubles qui bougent, etc. Et Gaynor me dit, au gré où je parlais avec elle, je voyais bien qu'elle me dissimulait quelque chose. Il y avait comme un aspect étrange. Et elle refusait de trop en parler parce que quand je lui posais la question, est-ce que vous avez senti des présences? Elle demeurait floue, et puis finalement, à force de la questionner, elle dit, voilà, oui, il y a des présences. Dans le film, la présence est invisible, alors que Doris leur confie que ces présences sont semi-transparentes. Elle croit que ce sont des Asiatiques, et c'est là qu'elle leur révèle qu'elle est agressée sexuellement par ces entités. Les gens de l'Université de Californie n'y ont jamais cru. Ça, c'est très important de le souligner. Ils n'ont jamais cru à ça. Ils étaient persuadés que toute cette histoire d'agression sexuelle était purement inventée par Doris Beiter. Beiter qui est, et je ne saurais trop insister là-dessus, mais une femme excessivement troublée, là. Ce n'est pas la typique mère de famille, là. On n'est pas dans ce cadre-là avec Doris Beiter. Elle a vécu de nombreuses agressions dans sa vie, de la violence conjugale, des agressions sexuelles, et le rapport psychologique des gens de l'UCLA mentionne bien qu'elle perçoit ses propres garçons, en discutant avec elle perçoit ses propres garçons quasiment comme des agresseurs sexuels en devenir. Tu vois, donc, le climat est très, très tendu. Et elle dit, je suis agressée par 3 entités, 2 petites et une grande. Or, elle a 3 garçons à la maison, 2 plus jeunes et un adolescent un peu plus âgé. Donc, pour les chercheurs de l'Université de Californie, cette histoire d'agression, c'est simplement quelque chose qui est né dans la psyché de Doris Beiter. Ça n'existe pas, ces agressions sexuelles. Mais bien sûr, dans le film, le sexe, ça vend bien. Donc, dans le film, et tous les gens qui nous écoutent, qui ont vu le film The Entity, c'est essentiellement ça qu'on se rappelle, c'est les agressions sexuelle contre Doris Beiter, alors que dans les faits, ça n'a jamais été, non seulement ça n'a jamais été documenté, dans le film, on la voit se confier à un médecin, puis là, elle a des ecchymoses dans le dos, ça s'est jamais produit, elle a jamais rencontré un professionnel de la santé pour parler de ça. Gaynor me dit, j'ai vu qu'elle avait à un moment donné un bleu dans le cou, mais bon, ça peut être un de ses amants qui avait fait ça, s'il n'y a rien qui prouve qu'il y avait eu agression, et durant leur enquête, elle va prétendre avoir été agressée à de nombreuses reprises, mais aucun d'entre eux ne sera témoin de ça. Par contre, j'ai parlé au téléphone avec l'un de ses fils à Doris Beiter, le seul d'ailleurs qui a accepté de se prononcer, de parler de ça publiquement, un type qui s'appelle Brian Harris. Et Brian Harris me disait que lui, à 2 reprises, il a vu sa mère se faire bousculer. Il n'a pas assisté à une agression sexuelle, mais il dit à un moment donné, il est dans la maison et là, il voit littéralement sa mère être projetée, par exemple, sur le divan ou être poussée au sol. Pour lui, il n'y a aucun doute que c'est une entité extérieure qui a fait ça. C'est pas sa mère qui s'est jetée sur le sol, c'est pas sa mère qui s'est garochée sur le divan. Donc pour lui, il n'y a aucun doute qu'il y avait un tiers parti qui était là, qui a agressé sa mère, même s'il n'a pas entendu les agressions sexuelles. Même s'il n'a pas vu les agressions sexuelles, quoi qu'il dit les avoir entendues, parce qu'il dit à des moments donnés, les agressions se produisaient toujours dans la chambre de Doris, et il se rappelle, lui, à ce moment-là, il est un garçon, là, c'est le garçon du milieu, là, il y a à peu près 10 ou 11 ans à ce moment-là, il dit qu'il entendait des bruits dans la chambre de sa mère, des coups frappés, alors qu'il savait que sa mère était seule, des bruits sur le lit, etc. Donc, qu'il va associer ultérieurement, lorsque la mère aura raconté toute l'histoire, qu'il va associer
associées à ces agressions sexuelles, quoique lui ne les a jamais vues, mais a assisté à 2 reprises, comme je l'ai mentionné, à des agressions qui n'étaient pas à caractère sexuel, mais des agressions. Mais néanmoins, l'agression sexuelle, les chercheurs de l'Université de Californie n'y ont jamais cru. Ce qui les intéressait, c'était les phénomènes de poltergeist qui se produisaient chez Doris Beiter. Et là encore, on a un élément pour, dans la mesure, bien sûr, c'est un témoignage. Il faut toujours être très prudent avec les témoignages. Je l'ai souvent dit, j'insiste là-dessus. Mais Gaynor me raconte, il me dit, la première fois où Doris Beiter leur raconte leur histoire, elle est agressée sexuellement, il n'y croit pas trop, mais finalement, il décide de se rendre sur place. Et lorsqu'il entre dans la maison de Doris Beiter, il dit, la première chose, c'était à peu près 30 secondes qu'on était entré dans la maison, il y avait lui, il y avait une assistante qui était avec lui, il dit, je vois une porte dans la cuisine, une porte d'armoire qui s'ouvre et un poêlon en sortir et être lancé directement dans ma direction. Il est témoin visuellement de ça, il ne reçoit pas le poêlon par derrière, il voit le phénomène se produire devant ses yeux. Et c'est à partir de là que les chercheurs de UCLA vont s'intéresser à l'histoire. Gaynor va faire un rapport sur cette observation et sur la foi de ce rapport, le Telmamos va autoriser une investigation plus soutenue de ces phénomènes. Donc, le nombre de phénomènes de type poltergeist qui sont observés chez Doris Beiter, au nombre de témoins, ça rend la chose crédible. Pas certaine, il faut toujours être prudent, pas certaine, mais crédible, vraisemblable. Ces gens-là ont été témoins de choses mystérieuses pour lesquelles ils n'ont pas trouvé d'explication. Et il y a enfin, au niveau des preuves, elles sont excessives. Et ça, c'est un élément contre, si je peux dire. La documentation, elle est excessivement anémique. Moi, quand je parlais à Carrie Gaynor, je disais, oui, mais vous avez filmé, vous avez photographié, mais rien de ça n'est très éloquent. Et Gaynor dit, ben voilà, on avait des appareils qui étaient somme toute très limités. C'était le milieu des années 70. Les caméras utilisées étaient des caméras U-matic. Ce sont des caméras excessivement pauvres sur le tournage. Écoute, c'était du ruban magnétique avec une très très faible résolution. Et donc, comme on tournait dans une semi-obscurité dans la chambre de Doris Beiter, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti de ça. J'ai eu la chance de voir quelques images qui ont été tournées. Et j'avoue, Yannick, que moi, je voyais pas vraiment ce que Gaynor voyait. Il me disait, regarde ici, tu vas voir une boule de lumière. Moi, la boule de lumière, je voyais plutôt un parasite sur l'image. Là. Bon, donc, les images étaient pas très convaincantes. Gaynor reconnaît que les appareils utilisés étaient relativement mal adaptés à ces événements-là. Les caméras U-matic, c'était ayons pas peur des mots, c'était pourri. Ils ont commis quand même une autre erreur. Ils ont utilisé 2 types d'appareils photo. L'un des appareils photo, c'était un Pentax 35 mm, mais ils avaient utilisé de la pellicule normale, donc une pellicule 400 ESA dans l'obscurité. Écoute, c'est assez difficile de prendre quelque chose. Et avec le temps d'exposition, bref, les images sont restées relativement ordinaires. Tu sais, on voit un fond noir, de temps en temps, tu as l'impression de voir des points lumineux, mais ça peut être aussi des poussières dans l'air. Donc ça, c'est pas convaincant. Et l'autre erreur qu'ils ont commise, ils ont utilisé un appareil Polaroid SX70. Et ça, c'était mauvais. À un moment donné, ils me montraient des photos de Doris Beiter où on la voit, elle est assise dans la table de sa cuisine. J'ai pas publié ces images-là parce qu'on voit son visage et son visage n'a jamais été publié. Donc, j'ai tenu à respecter cette confidentialité, mais sur des images, on la voit, elle est assise dans la cuisine. Et à un moment donné, Gaynor prend une photo avec le Polaroid. Et ensuite, 30 secondes après, il en prend une autre photo et là, la photo, elle est comme surexposée et floue. Et là, Gaynor, lui, voit dans ça une espèce de manifestation de la présence. Alors que c'est faux. J'ai dit à Gaynor, non, tu prends un appareil, un SX70, et tous les gens qui nous écoutent, qui ont des connaissances en photographie, c'est un appareil tellement mauvais, Yannick, que si je m'assois aux côtés de toi, je prends une photo de toi, il suffit que tu te déplaces de quelques centimètres dans ma direction, que je prenne une seconde photographie, et elle va être surexposée et elle va être floue. Donc, c'est un appareil où le foyer, le niveau, la position même pour pouvoir faire le foyer était tellement aléatoire que ça en faisait l'un des pires appareils qu'on pouvait utiliser dans une situation comme celle-là. Donc, les appareils utilisés, c'est vrai, Gaynor a raison lorsqu'il dit que ces appareils étaient rudimentaires pour essayer de documenter des phénomènes comme celui-là, mais c'est vrai que d'un côté, ils n'ont pas aidé leur cause en choisissant de très mauvais appareils. Ils auraient pu, à l'époque, dans les années 70, il y avait quand même des appareils qui étaient de meilleure qualité, qui auraient permis de mieux documenter. Parmi les photos noir et blanc qu'ils ont prises,
C'est une des photographies que j'ai mises sur le site. On voit les fameux arcs lumineux qui est souvent évoqué par les défenseurs de cette histoire-là, en disant, voilà, c'est la preuve qu'un phénomène paranormal se produisait. C'est vrai que ces photographies les photos ont été envoyées pour une analyse à des experts qui n'ont pas trouvé le comment, le pourquoi de ces images-là. Ce qu'ils ont noté, c'est que s'il s'agissait d'une espèce de boule de lumière, on s'étonnait qu'il n'y ait pas de projection de lumière sur les murs derrière Doris Beiter, parce que la photographie, on voit Doris dont le visage est tourné pour pas qu'on la reconnaisse, et on voit dans la pièce les gens qui sont là à documenter les événements. Donc le halo de lumière, on n'a jamais réussi à l'expliquer. Moyennement. Okay. C'est-à-dire que quand je parlais à Gaynor de cette image-là en particulier, je lui pose... Parce que faut que je te dise que mon frère est photographe professionnel. Et lui, quand il voit cette image-là, son explication, c'est un pli dans le négatif. Si tu veux, et à l'époque, dans les années 70, même dans les années 80, on avait beaucoup d'appareils argentiques, donc avec un film. Et le film était développé, bien souvent on allait porter notre film dans des boutiques Direct Film, chez Walmart ou d'autres, dans des pharmacies, on développait les films. Ces films étaient développés de manière quasi industrielle. Une mauvaise manipulation du film pouvait faire qu'on faisait un pli dans le négatif. Et si tu fais un pli dans le négatif, ça donne un effet assez semblable à ce que l'on voit sur la photo. Lorsque l'analyse de ces images a été faite, ce que Gaynor a envoyé aux experts, c'est des images positives. Il n'a pas envoyé le négatif. Et quand moi j'ai demandé à Gaynor de voir le négatif de cette image, ils ne l'ont plus. Lorsque le laboratoire de recherche en parapsychologie a fermé à l'Université de Californie, ils ont perdu un certain nombre de documents, et parmi les documents, ils ont perdu les négatifs de l'affaire Doris Beiter. Bref, ce qui nous reste aujourd'hui, cette histoire-là, ce sont des positifs, des images positives de première génération qui montrent ces arcs de lumière, mais comme on n'a pas accès aux négatifs, on reste ambivalent. Il pourrait s'agir d'un phénomène entre guillemets exotique qu'on n'explique pas, mystérieux, mais il pourrait aussi s'agir d'un pli sur le négatif qui aurait produit un effet assez semblable. Mais comme on n'a pas accès au négatif, on reste un peu dans l'expectative sans trop savoir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, t'as des éléments pour la quantité des témoins, la qualité des témoins, certaines images, même si elles sont pas très convaincantes, elles sont là. Mais d'un autre côté, les éléments faibles, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documentation. D'ailleurs, on a tellement peu de documentation, il faut savoir que les gens de la UCLA qui ont fait cette enquête, Gaynor, Taft, et ensuite sous la direction de Telmama, ces gens-là n'ont jamais publié. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Ils mènent une enquête. On nous présente cette enquête-là comme une des meilleures enquêtes menées en parapsychologie sur un phénomène de poltergeist, mais ils ne publieront jamais. Ils ne publient pas un article scientifique sur cette histoire-là. Ils ne publient pas les mesures de contrôle. En fait, rien n'est réellement publié. Ils vont publier quelque temps après un court article dans une publication spécialisée en parapsychologie. Et ensuite, Gaynor et Taft vont écrire des ouvrages sur la parapsychologie dans lesquels ils vont consacrer quelques lignes, même dans le cas de Taft, il va consacrer un chapitre à l'histoire de Doris Beiter, mais ça ne va pas plus loin que ça. Et on n'a pas la documentation même, on connaît pas trop les protocoles, ce qui a été fait. Et donc, peu à peu, cette information-là devient de plus en plus clairsemée parce que les gens qui étaient là au milieu des années 70, beaucoup d'entre eux sont décédés, d'autres commencent à avoir des trous de mémoire. Et donc, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir rassembler les événements autour de ça. Mais ça demeure néanmoins, il faut bien le dire, l'une des meilleures histoires de poltergeist des années 70, avec un minimum d'investigation menée par des gens qui étaient ou qui se voulaient d'avoir une approche très rigoureuse. C'est pas la première fois dans l'histoire de la parapsychologie, c'est une histoire très connue, mais ce n'est pas la seule histoire du genre où des gens vont prétendre avoir été agressés par des entités invisibles, et ce, au sein de manifestations de type poltergeist. Dans les années... Au début du 20e siècle, là, on est dans les années 20, à la fin des années 20, il y a eu une jeune Roumaine de 12 ans qui s'appelait Eleonora Zugon, qui disait être agressée par une entité invisible qu'elle appelait Dracul, qui veut dire le diable ou le dragon. Elle disait qu'elle était agressée par Dracul, qui la mordait, qui la giflait. Et il faut savoir que Eleonora Zugon a été prise sous l'aile d'une femme, une comtesse très intéressée par la parapsychologie, qui l'a amenée en Angleterre, où elle a été soumise à une espèce de surveillance
surveillance dans une situation contrôlée. Et là, on a documenté apparemment des gifles, des marques de doigts sur la peau, des morsures, même si éventuellement les morsures montraient bien que ces morsures correspondaient à la dentition d'Eleonora Zugon. Donc, encore une fois, une histoire intéressante, mais avec un maillon faible, mais les phénomènes de poltergeist qui se produisaient autour d'Eleonora Zugon, eux, ont été bien documentés. Alors, c'est la personne au centre de la manifestation est-ce qu'elle en rajoute un peu? Est-ce qu'elle essaie de rationaliser ces événements en imaginant la présence d'entités invisibles? Bref, l'affaire Eleonora Zugon demeure, elle aussi, l'une des histoires les plus intéressantes de l'univers de la parapsychologie. Mais c'est elle-même qui se mordait. Ben, visiblement, dans le cas de Zugon, en tout cas, les marques de morsure qu'on a relevées sur son corps correspondaient à sa propre dentition. Donc, c'est clair que c'est elle qui se mordait. C'est elle qui se mordait. Bien sûr, si tu veux croire à une espèce de notion, tu veux rendre ça plus exotique, tu pourrais dire peut-être qu'elle somatisait des marques de morsure sur son corps, mais c'était plus simple pour elle de se mordre l'avant-bras. D'autant plus que dans des mesures de contrôle, les marques de morsure qui ont été enregistrées sur le corps d'Eleonora Zugon apparaissaient toujours à des endroits où il était pour elle possible de se mordre. Par exemple, sur la main, sur un avant-bras, sur une cuisse, mais elle n'a pas eu de morsure au milieu du dos, par exemple. Donc, c'était des endroits qui lui étaient accessibles pour se mordre. Donc, il y a des éléments qui, tu vois, il y a dans le domaine de la parapsychologie, qui plus est dans des cas de poltergeist comme ceux-là, qui sont extrêmes, hein, que ce soit celui de Zugon. Il y a 2 histoires au Canada aussi qui sont bien documentées où on a eu des cas de poltergeist avec des agressions. Et les 2 se sont produites à la fin du 19e siècle. Une en Nouvelle-Écosse, qu'on appelle l'histoire d'Esther Cox, et une autre qui s'est produite à Charleville, tout près d'Ottawa, au Québec, en 1889 de mémoire, ou 1887, qu'on appelle la poltergeist de la famille Dagg, où là aussi, des jeunes filles étaient agressées par des entités invisibles. Des histoires si extraordinaires, Yannick, que je me promets éventuellement, on se fera des capsules, on les présentera de manière plus étoffée dans le cadre de l'émission, mais ce sont des histoires extraordinaires où il y a, là encore, des agressions par des espèces d'entités invisibles, mais qui... comment je pourrais dire, qui nous éloigne un peu, c'est un peu l'arbre qui nous cache la forêt, parce qu'on est tellement préoccupé par ces agressions d'entités invisibles qu'on oublie, comme dans le cas de Doris Breitner, l'ensemble des manifestations de type poltergeist qui se produisent autour et dont sont témoins les gens, les proches, la famille, et dans certains cas, comme dans le cas par exemple de Doris Breitner, qui seront documentés par de très nombreux témoins et qui nous amènent à réfléchir sur la réalité exotique de ces manifestations. Et pourquoi, Christian, c'est toujours des vieilles histoires? Pourquoi il n'y a pas d'histoire de 2020, 2021? Ben, il y en a de ces histoires-là de 2020 ou 2021. Le problème, c'est que les manifestations de type poltergeist, c'est vrai que on avait même eu une discussion à ce sujet-là lorsqu'on avait présenté à l'émission Le Poltergeist de la machine, où on avait reçu Yves Lignon. Je lui avais justement posé cette question-là. On a l'impression que les phénomènes de poltergeist sont moins persistants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a quelques années ou quelques décennies. Et l'une des explications, puis c'est un fait, on ne le conteste pas, et le fait, évidemment, les sceptiques diront peut-être parce que les mesures de contrôle sont plus rigoureuses aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 50 ans. Donc c'est plus facile aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui de tromper des gens, des scientifiques, que ça l'était, par exemple, il y a 50 ou 60 ans, où là, les mesures de contrôle en laboratoire étaient moins soutenues. C'est fait. Mais d'un autre côté, il y a l'explication des parapsychologues, c'est que souvent les phénomènes de poltergeist étaient une façon pour la personne qui est au centre de la manifestation, qu'on appelle l'agent du poltergeist, de manifester une espèce de trop-plein psychologique ou psychique. Or, aujourd'hui, il existe plein d'autres moyens que ces gens, des alternatives que ces gens-là peuvent utiliser pour soulager ce trop-plein d'émotions. Donc, ils peuvent se retrouver sur des médias sociaux, ils vont se retrouver dans des exutoires comme des jeux vidéo et autres. Alors, finalement, on peut se demander si ces exutoires technologiques, jeux vidéo, sites Internet, médias sociaux, est-ce que ces exutoires n'ont pas quelque part tuer les phénomènes de poltergeist. Donc, c'est un peu l'hypothèse parapsychologique que proposent certains chercheurs.
Moi, comme journaliste, écoute, je prends pas position là-dedans. C'est un débat qui se fait sur un autre terrain. Je ne fais que constater ce que les parapsychologues disent versus ce que les associations ou les sceptiques disent. Et d'un côté comme de l'autre, je pense que les arguments se défendent. Néanmoins, tu as tout à fait raison. Même s'il y a encore aujourd'hui des phénomènes de poltergeist, ils sont beaucoup moins présents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30, 40 ou 50 ans. OK, là, je veux pas que tu te fasses crucifier là, en fin de semaine, avec le congé qu'on a. Pas le temps de se faire crucifier, là, mais non. Est-ce que plus une société est éduquée, moins il y a de ce genre de phénomène-là qui est rapporté? Pas du tout. Ce que l'on sait dans le cas des phénomènes de poltergeist, par exemple, ce sont des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les cultures, quelle que soit l'obédience religieuse, et ce sont des phénomènes qui touchent des communautés qui sont qui appartiennent à toutes les disciplines ou toutes les sphères de la société, autant les gens qui sont peu lettrés que des gens qui ont des diplômes universitaires. Donc il y a pas un jeu là-dedans, ça semble pas être lié directement au niveau d'éducation. Les phénomènes de poltergeist, ce sont des phénomènes qui se produisent et pour l'instant, d'ailleurs, je te dirais que c'est peut-être parmi les phénomènes paranormaux le phénomène que je trouve le plus intéressant parce qu'il permet d'obtenir, dans certains cas, des preuves objectivables. Alors que dans bien des cas, des phénomènes de fantômes ou des phénomènes d'ovnis, on n'arrive pas à avoir des preuves objectives. Alors que dans le cas des phénomènes de poltergeist, si le phénomène est persistant, on peut assez bien le documenter, comme ce fut le cas dans le cas, par exemple, de la machine ou dans le cas du poltergeist d'Acton Vale ou encore le poltergeist de St. Catharines en Ontario, dont on a déjà parlé et pour lesquels on avait eu une documentation assez étoffée avec des rapports de police et tout le reste. OK. Donc, c'est peut-être juste l'interprétation des personnages qui changent. Exemple, on en avait déjà parlé, toi et moi, au Brésil, c'est une société où les gens sont très, très, très religieux. Si jamais il y a un phénomène qui est aperçu, on va dire que c'est la Vierge Marie. Mais tandis qu'ici, on va dire que c'est un fantôme, ou si c'est dans le coin des chutes Montmorency, on va dire, ça, c'est la Dame Blanche. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les phénomènes de possession, hein. On est exactement dans les mêmes eaux. C'est-à-dire que le phénomène de la possession, il est présent dans à peu près 70% des religions ou des cultes, quels qu'ils soient, que ce soit par exemple la religion catholique ou des cultes animalistes comme par exemple la santeria ou le vaudou. Donc le phénomène de la possession, il est omniprésent dans presque toutes les formes de religion. Mais évidemment, il n'y a pas la même interprétation. Les gens par exemple d'obédience catholique, catholique romaine, diront voilà, la personne est possédée par le diable, elle est possédée par Satan. Alors que dans la culture par exemple du vaudou, les gens sont possédés par des esprits du bas astral qu'ils appellent des loas. D'ailleurs, eux disent pas qu'ils sont possédés, ils disent qu'ils se font chevaucher par des loas. Donc la personne entre en transe. On dirait que je suis content de pas être né là. Me faire chevaucher, c'est pas... non. Donc c'est l'expression qu'ils utilisent. Et moi, quand je suis allé en Haïti, j'ai assisté à ces réunions vaudou. C'est vraiment très enivrant. Hein? Ouais. Les gens se réunissent dans une espèce de cabane, ils appellent un amfour. Et là, ils sont là, ça tape ça boit de l'alcool. Il y a comme des substances un petit peu enivrantes qui sont dans l'air. Et là, les gens dansent. Il y a ce rythme assez endiablé. On tape sur des tam-tams. Et là, il y a des gens qui entrent dans des transes. Et là, ils se font, eux, c'est l'expression, ils se font chevauchés par des loas, donc ils tombent au sol, ils ont des convulsions, et là, ils vont parler, ils vont raconter des choses dans des langues, dans une voix qui est pas forcément la leur, qui est celle des loas. Donc, ça peut être, bien sûr, un phénomène purement psychologique, mais on en a déjà parlé à quelques reprises à l'émission. On avait reçu d'ailleurs Régis Solery qui avait parlé de ça. Ce n'est pas à la science de se prononcer sur la possession elle-même. Est-ce qu'il existe des entités, des loas, des entités du bas astral ou le diable qui peuvent posséder des gens? Ce n'est pas à la science de se prononcer là-dessus. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas les outils pour faire ça. Mais en revanche, on peut parler de syndrome de possession. Donc, des gens qui vont, dans la culture catholique, par exemple, avoir des comportements exactement comme s'ils étaient possédés par le diable, ou
Ou comme les gens dans la culture vaudou, par exemple, qui vont entrer en transe parce qu'ils sont chevauchés par des loas. Ces gens-là ont des comportements qui laissent croire qu'ils sont possédés par des entités invisibles. Maintenant, sont-ils réellement possédés? Là, on est dans un autre domaine, et là, ça quitte le domaine de la science pour entrer dans le domaine de la foi. Et ça, on peut pas trop se prononcer là-dessus. Mais c'est simplement une question d'interprétation. La possession existe également dans la religion musulmane, mais les gens ne seront pas possédés par le diable, ne seront pas possédés par des esprits du bas astral, vont être possédés par des djinns. Donc des esprits maléfiques qui vont prendre possession d'eux. Et là, bien sûr, il faudra faire appel à des imams pour pouvoir éventuellement faire des rituels et libérer ces gens de cette possession de ces djinns. Donc, on le voit, c'est simplement les mots utilisés, le lexique utilisé et les interprétations que l'on fait. Mais en réalité, ces phénomènes-là sont assez semblables d'une religion à l'autre, d'un culte à l'autre. Les phénomènes de poltergeist, c'est la même chose. Des manifestations seront attribuées par certains à des esprits, des fantômes, des revenants. Dans d'autres cas, ce sera des diables. Les parapsychologues ont plutôt tendance à croire que ce sont des phénomènes qu'on appelle de la télékinésie involontaire. Donc, ce sont les gens au centre de ces manifestations-là qui produisent les coups dans les murs, les portes qui s'ouvrent, mais ils le font de manière involontaire. Et comme c'est un peu un trait psychologique qui nous est commun de dire ce n'est pas moi, c'est l'autre. Donc on s'imagine, les gens qui font ça, ils s'imaginent que ce ne sont pas eux. En fait, ils ignorent que c'est eux qui frappent dans le mur. Mais comme le coup dans le mur existe, ils vont imaginer qu'il y a des entités invisibles qui frappent dans le mur, alors que c'est eux inconsciemment qui le font. Mais encore une fois, on est dans un univers où on a beaucoup de questionnements, puis pas beaucoup de réponses. Et à travers ça, il faut toujours, mais toujours garder à l'esprit la possibilité d'une manipulation, d'une fraude quelconque, parce que malheureusement, l'univers du paranormal est une pépinière excessivement propice à des manipulations et des fraudes. Mais j'ai déjà été possédé par un djinn, hein? Un vendredi soir, un gros djinn de Kuiper. Ouais, pour guérir ça prenait un peu de tonique. Effectivement, ça s'est déjà produit, ça. La télékinésie, c'est une question d'auditeur, question de Steve. Est-ce que la télékinésie, comme tu l'as dit, une télékinésie involontaire a déjà été prouvée scientifiquement? Scientifiquement, ça c'est le grand mot. Hein. Scientifiquement, on va s'entendre là-dessus. Les phénomènes paranormaux, aucun phénomène paranormal n'a jamais été démontré scientifiquement. Aucun. Zéro. En revanche, on a simplement des éléments statistiques, comme par exemple la télékinésie. Donc, si on prend des gens, on les met dans un laboratoire, puis essaie de bouger quelque chose, essaie de faire ci ou de faire ça, de tordre une cuillère. Bon, Uri Geller a réussi à le faire, mais comme Uri Geller avait déjà un passé de magicien, et comme on sait que les conditions de laboratoire n'étaient pas aussi imperméables à la manipulation qu'on l'a prétendu, donc on le sait pas. Mais en revanche, on a pris des gens, parce que le grand problème de la parapsychologie dans les années 70 a été de se concentrer sur des surdoués des phénomènes parapsychologiques. Il y avait des gens qu'on disait être des surdoués, donc qui étaient capables de toutes sortes de manifestations. Le problème, c'est que rapidement, lorsqu'on les amenait dans un laboratoire, au début, ils produisaient des effets significatifs, mais ensuite, il y a une espèce de lassitude qui intervenait, et ces gens-là étaient moins intéressés d'être un peu considérés comme des rats de laboratoire, et là, finalement, leur performance retombait sous la moyenne, dans la norme de la moyenne, donc il y avait plus de phénomènes paranormaux qui étaient documentés. Alors éventuellement, ce que les scientifiques ont fait, comme on ne pouvait pas toujours travailler avec des surdoués du paranormal parce que ils se lassaient d'être dans des laboratoires ou bien ils n'étaient pas toujours disponibles, on a décidé de travailler avec monsieur et madame tout le monde. Donc on prenait des gens, on les amenait dans des laboratoires et là on essayait de leur dire, bon ben vous allez vous concentrer, il y a un boulier, un chiffrier électronique devant vous. Vous allez vous concentrer, par exemple, sur le chiffre 7, et là, de quelle mesure le chiffre 7 va sortir. Donc, le chiffre 7 devait sortir une fois sur 10. Mais là, on s'est aperçu que des gens réussissaient à le faire sortir 3 fois sur 10. Donc, on avait un relevé statistique qui était significatif. Je te donne un exemple assez aléatoire comme ça. Donc, on a des preuves statistiques que dans des conditions rigoureuses, des gens réussissent à produire des effets qui vont au-delà du hasard. Mais ce ne sont que des preuves statistiques. Donc, la preuve scientifique, elle, nous l'avons pas. Donc, ça serait faux, puis je mentirais aux gens de dire, oui, on a la preuve scientifique que la télékinésie, la télépathie existe, ou ci ou ça existe. Ça, la preuve scientifique, c'est le mot scientifique.
qui remplissent donc les critères qui seraient acceptables par des gens d'un milieu académique, ces preuves-là, on ne l'a pas. On a simplement des preuves statistiques. Mais c'est vrai qu'en parapsychologie, on critique beaucoup parce que la preuve statistique, elle est acceptée dans d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine de l'astronomie, bon, on n'a pas trop documenté des trous noirs, on n'a pas trop documenté toutes sortes de trucs, des lois de la physique, mais on accepte sur le plan de la statistique, tu sais, comme par exemple, on ne sait pas s'il y a de la vie. La seule vie qu'on connaît pour l'instant, c'est la vie sur la Terre. Mais on suppose, avec le nombre d'étoiles qui existent, le nombre de planètes, puis on le voit avec les exoplanètes, que la formation de planètes autour d'étoiles est un phénomène assez naturel, assez d'ailleurs conventionnel. Donc on suppose, de manière statistique, que la vie doit exister dans l'univers, et la plupart des scientifiques acceptent ça comme une réalité. Donc la vie doit pulluler dans l'univers, peut-être pas forcément une vie intelligente, mais la vie elle-même doit pulluler, et ça essentiellement sur la base de statistiques. Et on le fait également dans le domaine de la pharmacologie, par exemple. On fait prendre des médicaments à des gens, des placebos, à d'autres individus, et là, en fonction de la statistique des effets de bienfaiteurs du médicament versus le placebo, on va considérer que le médicament est efficace. Donc, on va accepter des preuves statistiques dans différents domaines de la science, mais tu le comprends, quand on parle de la parapsychologie, là, on est réellement dans un univers presque surnaturel. Donc, la barre est beaucoup plus haute. Si la preuve statistique peut être acceptée en astronomie ou elle peut être acceptée en pharmacologie, elle ne le sera certainement pas en parapsychologie. On exige, et c'est normal, parce qu'on fait appel à des choses qui nous dépassent un peu, c'est normal qu'on mette la barre plus haute, et qu'on exige des preuves plus convaincantes. Et ces preuves-là, malheureusement, on ne les a pas pour l'instant. Radio X Files avec Christian Page et Marceau, Radio X. On parlait tout à l'heure de certaines croyances avec des djinns pour ce qui est des musulmans. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a certaines séances de chamans sur YouTube qui sont assez impressionnantes à voir. Je serais curieux, peut-être aller voir ça après l'émission tantôt. Oui, souvent ces manifestations-là sont toujours très spectaculaires. Il y a également des séances d'exorcisme que tu peux voir sur YouTube, des images. Évidemment, il faut pas s'attendre, la tête tourne pas, il y a pas on vomit pas des petits pois là, ou de la soupe aux pois ou des trucs comme ça, mais souvent on voit des comportements qui sont très aberrants. Donc on voit par exemple un officiant qui peut être un prêtre, qui peut être un imam. Donc on voit l'officiant, on voit les gens autour de lui qui parlent en voix étrangère avec des voix gutturales, qui ont des comportements tout à fait atypiques et qui sont pris de convulsions. Évidemment, on n'a pas la preuve que c'est un démon ou une entité étrangère qui fait ça. Tous ces comportements pourraient s'expliquer par des troubles mentaux, par des pathologies physiologiques, comme par exemple, souvent on a évoqué l'épilepsie qui a longtemps été considérée comme une cause de possession diabolique. Les gens voyaient ça comme des possessions diaboliques avant qu'on découvre que c'était simplement une maladie. Mais donc, on a plusieurs pathologies médicales qui ont longtemps été associées à des phénomènes de possession. Le syndrome de Gilles-Latourette, par exemple, a été longtemps considéré comme un phénomène de possession. Ah oui. Donc, on sait aujourd'hui que ce sont des pathologies qui s'expliquent dans le milieu médical. Mais donc, il faut toujours se rappeler que les gens qui ont ces comportements souffrent peut-être d'une pathologie ou ils souffrent de troubles mentaux, ou peut-être ils sont réellement possédés par des entités invisibles. Mais on peut pas le savoir, mais c'est très impressionnant souvent, parce que dans bien des cas, je dirais même dans la grande majorité des cas, ces gens-là ne jouent pas la comédie. Donc, il y a pas des gens qui vont aller voir un prêtre ou un imam en disant je vais tromper mon prêtre ou je vais tromper mon imam en faisant croire que je suis possédé par un djinn ou par un diable. Ces gens-là sont vraiment troublés. Ces gens-là souffrent dans leur être, soit par des troubles psychologiques ou des troubles réels qu'ils vont attribuer à des démons ou autres entités malveillantes. Mais néanmoins, ces gens-là ont des comportements bien réels et c'est vrai que c'est parfois très spectaculaire. Il nous reste à peu près, peut-être 1 minute 30, Christian. Écoute, j'aurais voulu te parler du projet Bluebeam, mais en 1 minute 30, j'aurais pas le temps de le faire, donc je donne un rendez-vous la semaine prochaine aux gens pour leur parler de ce projet Bluebeam qui a été évoqué cette semaine
Hein, je veux dire, en temps normal, j'en aurais peut-être pas parlé, mais cette semaine, dans cette espèce de folie qui a entouré la diffusion de ces vidéos déçues de Montréal, ces vidéos déçues de Québec, à un moment donné, des gens se sont mis à parler, en fait, des conspirationnistes se sont mis à parler du projet Bluebeam en disant, ah, voilà, ce qui se produit, ce n'est qu'une étape du projet Bluebeam. Et là, des gens moins craints en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce projet Bluebeam? Et en fait, le projet Bluebeam, il émane même d'un Québécois. C'est un type qui s'appelle Serge Mona, qui a été l'un des tout premiers à parler de ça. On est ici dans l'univers vraiment de la frange. On n'est plus dans l'univers des ovnis, mais dans une espèce d'univers où se mélangent les conspirations, les ovnis, les Illuminati, les extraterrestres et tout le reste. Tu vois, c'est assez fascinant. C'est un univers assez glauque et étonnant. Et c'est là-dedans que va naître ce fameux projet Bluebeam. Ça, je t'en parle la semaine prochaine. Parfait. Juste mentionner aux auditeurs que le sujet de la soirée, tu as mis des photos sur notre page Facebook Radio Expanse. Donc, les gens peuvent aller consulter ces photos-là. Puis, j'ai mis l'article de Radio-Canada concernant l'OVNI de l'aéroport Montréal-Trudeau qui était, malheureusement, un canular. Ouais, comme c'est souvent le cas, malheureusement. Christian, bon week-end. Toi aussi. Repose-toi. On s'en parle la semaine prochaine, ouais. Bye bye. Bye bye tout le monde.